Bien, mais bienvenue à tous. Et puis je vais rapidement laisser la parole pour démarrer sur l'histoire du populaire à Philippe Grandcoin. Bien, merci. Est-ce qu'il y a besoin de prendre le micro ou peut-être? Hop là. Oui, ben c'est bon, c'est parfait. Donc, ce que je me propose de faire, c'est d'une part de recontextualiser la naissance du Populaire du Centre, alors à la fois dans l'histoire de la presse en général, et plus particulièrement ensuite de la presse limousine et le contexte politique de Limoges, et retracer assez vite, on va dire, les premières années, voire les premières décennies donc, de l'histoire de ce quotidien. Je vais aller jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, disons le moment, enfin la période plutôt, où il s'inscrit durablement dans le paysage médiatique de Limoges et de la Haute-Vienne, du Limousin aussi, mais peut-être un peu moins, et finalement voir aussi la mue d'un quotidien qui est au départ un quotidien extrêmement militant, qui est pensé comme tel, et qui devient assez vite un quotidien d'information régionale, ce qu'on appelle aujourd'hui la PQR, hein, la presse quotidienne régionale. Donc très rapidement sur le contexte général de la presse. D'abord le contexte, le cadre juridique, c'est la loi donc, du 29 juillet 1881 que voilà, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une loi très très libérale, c'est une des grandes lois de la Troisième République naissante qui garantit une très grande liberté d'expression de la presse. Il n'y a quasiment pas de délit de presse, ce qui pose d'ailleurs problème. Hein. La presse peut être très très virulente. Et par exemple, les procès pour diffamation, il faut apporter la preuve, le diffamé doit apporter la preuve de l'intentionnalité du diffamateur. Donc c'était très facile de gagner un procès. Vous dites, mais moi j'ai dit de bonne foi que c'était un escroc. Et il n'y a quasiment pas de procès de presse. Il n'y a plus de cautionnement, etc. etc. Bien. Et les peines de prison, enfin les peines encourues sont assez faibles, 2 ans de prison maximum, 3 000 francs d'amende. Et c'est les jurys qui tranchent. Donc ce ne sont pas que les magistrats professionnels, donc c'est une garantie de démocratie. Alors ça sera un tout petit peu durci par ce qu'on appelle les lois scélérates des années 1893-94, suite aux attentats anarchistes qui ont ensanglanté notamment Paris et qui répriment ce qu'on appelle la propagande anarchiste, les appels au meurtre, les appels à la destruction des biens, etc. etc. Mais c'est un cadre extrêmement libéral. Et pour vous donner une idée, sous la Troisième République, avant la guerre de 14, on juge à peine 15 délits de presse par an. C'est très très peu. Et par contre, c'est l'âge d'or de la presse. Alors l'âge d'or de la presse, excusez-moi, c'est beaucoup de chiffres, donc j'ai mes notes. En 1914, on compte en France, pour 1000 habitants, 244 journaux quotidiens. Enfin, exemplaires. C'est énorme. C'est énorme. Et en 1914, on compte en France 320 quotidiens qui cumulent donc 10 millions d'exemplaires au total, et donc on tombe sur nos 40 millions d'habitants. Alors, c'est des chiffres extraordinaires. Sur ces 10 millions, 6 millions, c'est la presse parisienne, je vais y revenir un tout petit peu, et 4 millions, la presse de province. Alors, c'est l'âge d'or de ce que vous connaissez peut-être sous l'appellation du journal à 5 centimes. Le journal à 5 centimes, le modèle, c'est le petit journal fondé à la fin du Second Empire, journal très peu cher, hein, donc la presse à 1 sou, qui se veut apolitique, alors elle n'est pas tout à fait, bien évidemment, qui consacre une large part aux faits divers, au roman feuilleton au rez-de-chaussée de la Une, et qui s'appuie, ça c'est très important, sur des révolutions technologiques qui sont la rotative, qui permet de fabriquer en très grande quantité très rapidement, le chemin de fer qui permet de diffuser la presse à l'échelle de toute la France. Petit point technique, on a construit dans les années 1850-60 ce qu'on appelle le premier réseau ferroviaire, vous savez, c'est le réseau en étoile. On suivit le deuxième et le troisième réseau qui font que dans les années 1900, il n'y a pas
une bourgade de France qui soit à plus de 10 ou 15 km d'une gare. Il y a notamment eu la construction de ces voies d'intérêt local qui font que vous avez donc une rapidité de diffusion de la presse qui est très importante. Et adossé à cela, vous avez les messageries Hachette qui vont diffuser la presse, alors dans les gares, hein, bien évidemment, mais aussi dans énormément de points de vente. Et on a donc une presse quotidienne, notamment les 4 grands titres parisiens. Alors c'est le Petit Parisien, le Petit Journal, Le Matin, et j'ai mangé le 4e, qui tirent à peu près chacun à 1 million d'exemplaires. Le record, on pense que le record est détenu par le Petit Parisien, qui se dit le journal le plus lu au monde, avec 3 millions d'exemplaires pour le numéro du 11 novembre 1918. 3 millions d'exemplaires. On considère qu'un journal, il est lu à l'époque par 4-5 personnes. Je dis souvent à mes élèves, quand je fais un cours sur ça, considérez que le Petit Parisien ou le Petit Journal, c'est le JT de TF1 ou de France 2 d'aujourd'hui, en termes de diffusion d'impact. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est du côté de la province et puis du côté de la presse politique. Alors, côté province, vous avez quelques grands quotidiens provinciaux, notamment La Dépêche. Alors, La Dépêche, il y a une édition Limoges, au moment où est créé le Populaire du Centre. La Dépêche, c'est 4000 points de vente. 4000 points de vente, 17 éditions locales, présentes dans 27 départements. Et c'est 300 000 exemplaires à la Belle Époque. Voilà le paysage donc de cette presse, on va dire, à grand tirage, qui est une presse d'information, mais pas une presse d'opinion. À côté de ça, vous avez une presse d'opinion. Alors, cette presse d'opinion, souvent, ce sont des journaux éphémères. Ça, je parle sous le contrôle de Joël Bourlois, le nombre de titres conservés au pôle patrimoine est impressionnant, parce que vous avez souvent des journaux qui sont lancés le temps d'une campagne électorale. Ou un peu plus, et qui servent, en fait, comme il n'y a pas de parti politique. Avant 1901, et la loi de 1901 qui crée les associations, donc le cadre légal pour les partis politiques, très souvent, une tendance politique, elle est derrière un journal. Et vous avez des hommes politiques qui fondent un journal, un quotidien, pour, asseoir leur carrière, alors faire campagne, mais aussi s'inscrire durablement dans le paysage politique. C'est le cas, par exemple, de Gambetta avec La Petite République, et le cas le plus célèbre, parce que, bon, après, il a publié un article qui a fait sensation, c'est Clémenceau. Clémenceau, après le scandale de Panama en 1893, connaît une formidable éclipse politique. Il est battu aux élections, il n'a plus de mandat. Comment rester dans la course politique ? En créant un quotidien. Et ce quotidien, c'est l'Aurore, et vous connaissez la suite, le succès, le succès de l'Aurore avec le J'accuse de Zola. Et vous avez comme ça des carrières politiques qui se bâtissent sur des journaux. À Limoges, on a un bel exemple, c'est Henri Lavertujon, qui va finir sénateur de la Haute-Vienne, centre-gauche, un peu modéré, qui est un vrai patron de presse, qui a voulu créer, il venait de Bordeaux, de la Petite Gironde, etc., et qui a créé le Petit Centre, et il a bâti sa carrière politique sur cela. Et un peu plus au sud, à Toulouse, La Dépêche, c'est l'œuvre des frères Sarraut, et les frères Sarraut ont été des piliers du radicalisme en France de la Belle Époque à l'entre-deux-guerres. Bien. Alors, cette presse politique, elle se caractérise d'abord par son caractère souvent éphémère, parce que il n'y a pas la clientèle. C'est une presse qui fonctionne à perte, clairement, et les tirages sont très faibles. On estime que, à Paris, des grands quotidiens comme l'Aurore tirent à 50 000 exemplaires. C'est 20 fois moins que le Petit Journal ou le Petit Parisien. En province, c'est quelques milliers. Voilà. Alors, la grande nouveauté, juste avant que n'apparaisse le populaire, c'est qu'il commence à y avoir, mais c'est rarissime, des quotidiens qui sont vraiment l'expression d'une tendance politique au-delà de personnes. Alors, il y a deux cas, en fait. Il y a la presse catholique.
très conservatrice, c'est La Croix notamment, qui se décline dans ses versions hebdomadaires diocésaines, pas départementales, diocésaines. Il y a une Croix de Limoges, par exemple. Et puis, fondée en 1904. Alors si, il y a aussi, pardon, excusez-moi, j'en oubliais une, toujours très à droite, l'Action française. Alors là, qui est vraiment d'ailleurs, c'est le seul cas qu'on ait en France d'un courant politique qui prend le nom du journal, où il y a adéquation entre les deux. L'Action française, c'est 20 000 exemplaires dans les années 1900, elle est quotidienne à ce moment-là, 20 000 exemplaires dans les années 1910. Vous voyez que ce n'est pas énorme. Et puis, vous avez l'Humanité, créée en 1904 par Jean Jaurès, donc qui est un des rares grands quotidiens incarnant une tendance politique, surtout après 1905, avril 1905, et la création de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, dont l'UMA sera le porte-parole. Alors, c'est une presse qui a des problèmes, pas la presse catholique, mais l'Humanité, les finances sont toujours péniblement à l'équilibre, et ça fonctionne beaucoup aussi par le bénévolat, des articles envoyés par des correspondants bénévoles, etc., etc. Bien. Alors, le contexte maintenant plus particulier de Limoges, contexte politique. Donc, 1905, on est avec une municipalité de gauche, Émile Labussière. Alors, Labussière est venu du radicalisme. Il est devenu socialiste indépendant, c'est-à-dire socialiste non collectiviste, socialiste non marxiste, et il est à la tête d'une municipalité associant des radicaux et des socialistes. Alors, toute nuance, j'ai envie de dire, de socialistes. Il y a des jaurésiens, il y a des marxistes, des socialistes indépendants. Bien. Mais il y a eu avril 1905. Alors, je ne vais pas vous refaire avril 1905. Vous savez, les grandes grèves dans la porcelaine, grèves à caractère insurrectionnel, des barricades, la voiture d'Aviland brûlée, les charges de cavalerie et l'assaut donné contre la prison pour libérer les grévistes emprisonnés. Labussière a été suspendu de ses pouvoirs municipaux de maintien de l'ordre, de police, au moment de ces événements-là, et ça crée une vraie rupture au sein de sa majorité. Pour faire simple, les radicaux l'ont trouvé trop complaisant à l'égard des ouvriers, des grévistes, etc. Et les socialistes, c'était plutôt l'inverse. Bien. Et donc, il y a eu donc démission d'une partie du conseil municipal qui a entraîné en février 1906 l'élection d'une municipalité centre-droit avec François Chénieux à sa tête. Disons les choses clairement, avant 1912 et la victoire de Bethoules, jamais Limoges n'a été une municipalité socialiste, elle a été une municipalité de gauche, mais disons ce qui fait l'élection, c'est ce que j'ai envie d'appeler le centre-gauche des classes moyennes, les employés, etc. etc. Ils ont basculé en fait de l'alliance avec les socialistes en 1906 vers, enfin je parle des électeurs ici, vers le vote pour une liste plus modérée, ce qui a permis à Chénieux de l'emporter clairement. Alors, c'est aussi donc le moment donc, où se passe quelque chose à Paris, salle du Globe fondamentale, c'est avril 1905, la création de la SFIO, section française de l'Internationale socialiste. Je ne vais pas reprendre là aussi l'historique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la fusion des deux grands partis socialistes, enfin grands, ils n'ont pas beaucoup d'électeurs encore, deux partis socialistes en France, Parti socialiste français, Parti socialiste de France. Le Parti socialiste français est jaurésien, c'est-à-dire que il est marxiste mais réformiste, prêt à rentrer dans des gouvernements ou soutenir des majorités gouvernementales favorables aux ouvriers, etc. Le mouvement socialiste était divisé sur le cas de Millerand, qui était rentré, socialiste indépendant, dans un gouvernement. Et de l'autre côté, le PS de France, donc guédistes. Les guédistes, ce sont les marxistes orthodoxes purs et durs qui refusent toute forme de collaboration avec les gouvernements bourgeois. Et la fusion des deux, qui crée la SFIO, se fait sur la condamnation de ce qu'on appelle le ministérialisme, c'est-à-dire le soutien ou la participation
à des gouvernements qui ne seraient pas socialistes. Bon. Donc apparemment, c'est Gued qui a gagné. Sauf qu'en fait, dès 1906-7, Jaurès, par voilà, ses qualités d'orateur, etc., par les traditions aussi du socialisme français, va l'emporter, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la presse à Limoges. La presse à Limoges, donc 5 quotidiens en 1905, la Dépêche, moi, ça, je n'en parle plus, donc le Petit Centre. Alors, le Petit Centre qui avait de gros tirages, mais qui disparaît à ce moment-là, en 1904, donc le quotidien de la Vertujon. Vous avez le Courrier du Centre. Alors, le Courrier du Centre qui va être le grand rival du Popu, 12 000 exemplaires à ce moment-là. C'est un gros tirage, hein. Il rayonne sur le Limousin et même les départements autour. La Gazette du Centre, c'est le plus ancien. Conservateur, mais là, conservateur royaliste. De toute façon, la presse de droite, parce qu'elle a un lectorat plus, comment dire, qui a plus de moyens, la presse de droite a toujours mieux vécu que la presse de gauche par les abonnements, etc. Bien. Et le quatrième, donc c'est, parce qu'ils ont tous les mêmes noms. Donc, le Réveil du Centre, voilà, il y a toujours le centre, le Réveil du Centre. Alors, le Réveil du Centre, c'est le plus important pour notre histoire, fondé en 1901, pour soutenir la municipalité La Bussière. C'est intéressant, les capitaux sont apportés par des gens qui viennent du radicalisme, donc gauche plutôt modérée, mais l'équipe de rédaction, ce sont des socialistes de la municipalité La Bussière, ou proches de la municipalité La Bussière. L'administrateur, c'est un certain Léon Betoul. Le rédac-chef, c'est Pierre Bertrand. Alors, quelques mots sur Pierre Bertrand. C'est quelqu'un c'est un socialiste, mais comme beaucoup de socialistes, comme Jaurès d'ailleurs, qui vient d'un milieu bourgeois, qui a fait des études, qui a fait une carrière de journaliste professionnel à Paris, qui a été à un moment le collaborateur de Clémenceau, qui a alors 40 ans, né à côté d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Souvent, ça aussi, c'est une caractéristique de cette presse de province. Souvent, elle travaille avec un professionnel ayant eu une carrière nationale, ou du moins à l'échelle de la France. Et le secrétaire de rédaction, Sabinus Vallière, fils d'ouvrier porcelainier, tout jeune, 24 ans, donc il fait une grande partie des articles. Bien. Donc le 10 septembre 1905, il y a rupture entre les actionnaires majoritaires du Réveil du Centre, qui sont de sensibilité radicale, et l'équipe de rédaction socialiste, parce qu'ils ne sont pas du tout... En fait, les propriétaires du journal ne sont pas d'accord avec la ligne éditoriale du journal. Donc, l'équipe éditoriale va décider de créer un nouveau journal. On réunit 25 000 francs de capital en actions de 100 francs. Alors, en fait, une partie vient des journalistes du Réveil. Hein, ils ont récupéré les billes qu'ils avaient mis dans le journal. On a fait appel à la générosité publique, etc. Et donc, le premier numéro, 29 octobre 1905. Pierre Bertrand, rédacteur en chef, 4 journalistes, Betoul, Pressman, porcelainier, Vallière et Penaud, donc tous socialistes. C'est présenté comme l'organe départemental de la SFIO. D'ailleurs, la Fédération de la Haute-Vienne de la SFIO a mis un peu d'argent dans le journal. Et une partie du contenu est fournie par la SFIO nationale. C'est comme ça qu'il y a des articles de Jaurès dans les premiers numéros du Populaire du Centre. Bien. L'équipe initiale, elle va connaître très vite des changements. Betoul est élu député en 1906. Donc, il n'est plus l'administrateur délégué, c'est-à-dire le vrai patron du journal. Alors, il sera toujours président du conseil d'administration jusqu'en 1940. Voilà, mais c'est un poste honorifique. Et il va être remplacé par Achille Fèvre, ouvrier porcelainier, qui va piloter le journal jusqu'en 1927. Et en 1927, lui sera élu sénateur. Donc, vous voyez que le Populaire du Centre, c'est quand même aussi un tremplin à l'époque pour des carrières politiques. Bertrand, qui passe à l'Humanité en 1907, va être remplacé par Marcel Cachin. Très peu de temps. Qui va, alors quand on connaît la carrière après de Marcel Cachin, puisqu'il est passé au Parti communiste, qui a donné une ligne très polémique, très dure au journal. Ça n'a pas duré, manifestement, ça n'a pas bien fonctionné avec l'équipe locale, et il est très vite reparti. Il venait de Bordeaux, et
Jusqu'en 1914, il n'y a plus de rédacteur en chef, mais vous avez un quatuor qui est Fèvre, Achille Fèvre, Parvis, Penaud, Vallière. Pressman dirigeant une coopérative. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 4 noms, je ne vais pas trop vous détailler, vous avez des Jaurésiens, vous avez des guédistes. Donc c'est vraiment aussi cette idée de représenter tout le panel du socialisme local. Alors les années sont quand même du début sont difficiles. Les tirages sont autour de 3000 exemplaires. Les locaux sont vétustes. Ils sont rue Pont-Hérisson. Donc, pour vous situer, c'est le bout de la rue Jean Jaurès, aujourd'hui quasiment à l'angle de la rue Turgot. Voilà. Pas d'imprimeur. On dépend d'un autre imprimeur qui s'appelait RIP. Et en 1910, 4000 francs de déficit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le moment où c'est difficile pour les socialistes à Limoges. Ils sont battus de nouveau en 1908 face à la municipalité sortante. Mais il y a des atouts. Alors, les atouts, c'est la cohésion de l'équipe. Bon, à part Cachin, qui était vraiment un espèce pas d'électron libre, d'extraterrestre, j'ai envie de dire, et la volonté de faire du journal l'organe de la conquête des électeurs. Et c'est dans ce contexte qu'il y a la création d'un bi-hebdomadaire spécifiquement pour les campagnes qui s'appelle Le Petit Limousin et qui est sous la direction de Léon Bertrand. Et voilà encore quelqu'un qui fera une belle carrière politique. Berland, pardon, pas Bertrand. Et en 1910, grande décision, on déménage dans d'autres locaux, donc place Fontaine-des-Var, d'abord loué, et c'est surtout le moment où on crée une véritable entreprise, puisqu'on va augmenter le capital, on passe à 56 000 francs, et on crée une société qui regroupe le Populaire, le Petit Limousin, et l'imprimerie moderne, qui était une imprimerie qui préexistait. La société prend le nom d'imprimerie nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la constitution du capital. Le capital est apporté par les 3 structures préexistantes, mais on retrouve aussi la Bourse du Travail, la Fédération SFIO de la Haute-Vienne, la Maison du Peuple, une coopérative qui s'appelle La Prolétarienne, et on fait appel à des militants pour compléter le capital. 56 000 francs, c'est un gros capital, ça permet de voir venir. Le fait d'avoir une imprimerie rend en fait l'opération beaucoup plus rentable parce que l'imprimerie va aussi faire des travaux d'impression pour bien autre chose que le journal. Et là, pour le coup, l'avenir économique est assuré. Bien. Alors, il faut dire aussi que ce changement d'échelle, il est porté aussi par les victoires politiques. 1912, c'est la mairie qui est conquise par Bethul. Et en 1914, Bethul, Vallière, Pressman, Parvis, donc des noms qu'on a déjà croisés, sont élus tous les 4 députés. Et c'est le moment où on va chercher Paul Faure, donc, qui est une grande figure de la SFIO, comme rédacteur en chef. Il a beaucoup de militantisme derrière lui. Il vient du guédisme, c'est quelqu'un qui a fait de la politique à Périgueux, qui a été X fois candidat malheureux avant 14 à la députation à Périgueux, mais qui a fait un vrai travail de fond, de conquête des masses, on va dire. Il est conseiller municipal. Il avait fondé là-bas un journal, Le Travailleur du Centre. Et il va marquer la ligne éditoriale du Populaire, notamment au moment de la guerre. Alors, si on fait le bilan en 1914, c'est un journal qui s'est beaucoup modernisé. On n'est pas encore aux rotatives, mais il y a des photos. Depuis régulière, alors quasi systématiquement depuis 1913, les premières, je crois que c'est 1908. Il y a importance des rubriques nationales. Donc ça vient en partie de l'Humanité, mais pas que. Hein, on est abonné à une agence de presse. Beaucoup de chroniques locales, un roman feuilleton, des publicités. Hein, c'est un journal 4 pages à l'époque. Alors, mais ça reste un journal militant. Hein, la mue vers le journal d'information n'est pas encore faite. Il y a très peu, par exemple, de faits divers. Et très, très, très rarement, l'actualité locale fait la une. C'est vraiment quand il y a, par exemple, un fait divers extraordinaire, mais 9 fois sur 10, la une, ce ne sont que des nouvelles nationales. Alors, une des grosses faiblesses, c'est la diffusion. Il y a peu d'abonnements. Et ça pose problème pour le journal parce que l'abonnement, on est sûr, on peut anticiper les tirages. C'est de la vente au numéro, donc il y a le risque d'avoir tiré beaucoup trop. Et il y a très peu de points de vente hors de Limoges. Pensez une trentaine dans tout le département.
souvent, ce sont des militants SFIO qui servent de relais comme point de presse. Et il y a des campagnes dans le Popu. Si tu es un bon militant, tu dois trouver des abonnés. C'est la mission qu'on confie aux militants de la SFIO. Bien. Alors, voilà le panorama en 1914. Très rapidement, pour finir, ce que j'appelle le temps du succès et la mue du journal militant vers le journal d'information, c'est la période d'une guerre à l'autre. Alors, le Populaire va bénéficier de l'intérêt des populations pour l'information pendant la guerre. Il y a un appétit, une appétence d'information, même s'il y a Anastasie et ses ciseaux et les blancs. Voilà, on passe à 2 pages, rationnement du papier. Mais le journal se vend de plus en plus. En plus, il bénéficie d'un certain prestige, d'une certaine aura, parce qu'à partir de 1915, il prend clairement position contre, alors non pas tout à fait contre la guerre, mais pour une paix blanche, sans annexion, sans indemnité. Et il est un des porte-parole de ce qu'on appelle les minoritaires au sein de la SFIO. La SFIO s'est ralliée à l'effort de guerre. Et il héberge un temps le journal quotidien, les locaux hébergent un temps le journal quotidien de cette tendance minoritaire nationale qui s'appelle Le Populaire de Paris. Mais le choix du titre fait référence bien évidemment au Populaire du Centre. Et ce Populaire de Paris, il est fondé par Longuet, mais Paul Fort sera tout à fait dans cette mouvance-là. Bien. Et il l'est imprimé à Limoges jusqu'en juillet 1917. Donc je vous ai dit, je ne sais plus, 3000 exemplaires au début. En 1919, 12 000 exemplaires. Donc vous voyez le saut qualitatif. Alors, il y a un creux. Clairement, c'est le début des années 20. Congrès de Tours, scission SFIO PC. Là, les ventes chutent. Et le journal redevient un journal très polémiste qui bataille avec le quotidien, alors il n'est pas forcément tout le temps quotidien, du Parti communiste qui va prendre plusieurs noms, mais le nom le plus célèbre, c'est le Travailleur du Centre-Ouest. Et c'est intéressant, là aussi, c'est quelqu'un qui aura une carrière politique un peu trouble après. C'est Charles Spinasse, qui est un socialiste, mais qui se ralliera à Vichy par la suite. Bien. Donc les ventes peuvent chuter, on est arrivé à un moment à 6 000 exemplaires, mais la réponse, ça va être de se moderniser et de glisser vers le journal d'information. Donc 1923, le journal devient propriétaire des locaux de la place Fontaine-des-Bars, l'agrandit dans la foulée, et surtout arrive en 1927 une nouvelle équipe avec Eugène Gaillard, qui est natif de Limoges, fils d'ouvrier porcelainier, qui dirigeait une coopérative parisienne. Et il est accompagné d'un administrateur délégué qui est François Duban, qui avait été le collaborateur depuis des années d'Achille Fèvre. Et quand Achille Fèvre rentre au Palais du Luxembourg, il prend la suite. Et Gaillard c'est un très bon administrateur apparemment, il fait réaliser une augmentation de capital, on passe à 200 000 francs. Bon, il y a l'inflation certes, mais voilà. Il fait agrandir les locaux, l'installer une imprimerie plus moderne avec la première rotative en 1929. En 1932, c'est les premières pages, les unes, avec essentiellement des photos. Et c'est intéressant, il cesse de mentionner qu'il est l'organe de la SFIO, de la section, de la fédération départementale. Et on cherche à gagner un autre lectorat. Alors, ceci dit, la presse quotidienne fait beaucoup ça, régionale fait beaucoup ça dans les années 20-30, de plus en plus de place au sport, aux faits divers, la chronique radio, etc. etc. C'est l'époque où rentre quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Robert Margerie. C'est le moment. Et Robert Margerie, qui est un très bon chroniqueur littéraire, etc., c'est aussi la volonté de monter un peu en gamme et d'attirer aussi un public qui ne soit pas un lectorat, qui ne soit pas qu'un lectorat ouvrier, militant, etc. On s'abonne à l'agence Havas, ce qui n'était pas le cas avant. C'était l'agence Fournier qui était une agence locale. Et le succès est au rendez-vous. 6 000 exemplaires au milieu des années 20, 52 000 en 1939. Là, le Populaire s'est définitivement installé dans le paysage local, auquel s'ajoutent les 30 000 exemplaires du Petit Limousin qui continue son bonhomme de chemin.
la pub rapporte beaucoup, 3/4 des recettes dans les années 30. Alors, au début, ça avait fait débat. Est-ce qu'un journal socialiste peut accepter la publicité? Bon, j'ai l'impression que dans les années 30, le débat est tranché. Et donc, c'est une sorte de cercle vertueux, hein, voilà, la prospérité, etc., etc. Alors, il y a quand même aussi des limites. On a tenté, dans les années 30, de faire une édition creuse, corrèze. Ça a échoué. Clairement, il est très implanté en Haute-Vienne, plus difficile sur les autres départements. Et il ne rivalise pas encore avec le Courrier du Centre, qui tire 2 fois plus. 100 000 exemplaires, le Courrier, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le Courrier a une diffusion plus importante. Alors, le paysage de la presse, je vais finir avec ça, a beaucoup changé à ce moment-là. Les grands quotidiens nationaux d'information ont beaucoup décliné au profit d'une presse qui est plus politisée. C'est la grande époque de l'UMA, mais aussi de Gringoire, etc., etc. Et la presse quotidienne régionale a pris le dessus par rapport à la presse nationale. C'est vrai qu'il y a un désir de proximité, etc., qui se manifeste dans le lectorat. Alors, en 1938, Duban, qui avait administré le Populaire, décède, apparemment à son bureau dans les locaux, comme Molière, paraît-il. Bon, je ne sais pas. Et il est remplacé par Jean Claveau. Alors, Jean Claveau, bon, je finis avec ça, qui aura une attitude un peu ambiguë pendant la guerre, pendant l'occupation. Donc le journal fonctionne jusqu'en 1941, janvier 1941, où il est interdit par Vichy. Étonnant. C'est en zone sud, il n'y a eu que 2 journaux qui ont été interdits par Vichy, parce que voilà, le Populaire incarne une ligne éditoriale que les autorités de Vichy n'apprécient pas, et c'est la revanche. Vous savez, dans Vichy, surtout dans ce premier Vichy, il y a une revanche des vaincus de 1936. C'est très très net. Donc si on peut se débarrasser du Populaire, on se débarrasse du Populaire. Il est interdit, mais pour continuer à faire tourner les rotatives, hein, je vous rappelle que la structure, hein, c'est aussi une imprimerie, eh bien, Claveau va décider de lancer un nouveau journal qui s'appelle L'Appel du Centre. Il reprend sa même équipe, mais avec une ligne éditoriale, alors là, qui ne fait absolument pas de vague et qu'on va qualifier, alors elle n'est pas du tout collaborationniste, hein, mais elle est dans l'air du temps, elle est vichiste. Voilà. Et donc, logiquement, le journal est frappé par les mesures de la Libération. Interdiction de l'Appel du Centre en octobre 1944, et l'imprimerie nouvelle est mise sous séquestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait été déjà réapparu un Populaire du Centre clandestin de presse de la Résistance. Donc le titre réapparaît à la Libération. Il réapparaît à la Libération. Son directeur, c'est Maurice Rougerie, qui est un instituteur qui vient de la Résistance et de la direction clandestine de la SFIO. Donc là, il y a un vrai, apparemment, changement de génération et d'équipe. Mais c'est intéressant, ça ne va pas durer très longtemps. Alors je pense que Rougerie n'est pas un très bon administrateur. Le journal est en déficit. 1947, vous savez, c'est la guerre froide. C'est le retour de Betoul aussi à la mairie. C'est la rupture des communistes avec les gouvernements de gauche en France. Et en 1948, les actionnaires du Populaire vont faire appel à Claveau, donc, qui était là pendant l'occupation, pour redresser la barre du journal, ce qui lui arrive très très bien. Et on retrouve très vite donc les 50 000 exemplaires qu'on avait avant-guerre. Et là, vous avez une presse donc, qu'on a tous un peu connue, voilà, même si aujourd'hui c'est plus le cas, avec 3 grands quotidiens, un communiste, l'Écho, un donc qui va être Centre France, Centre Presse, etc. Donc modéré, qui prend le relais du Courrier, et qui s'appelait au départ La Liberté du Centre, et le Populaire. Après, c'est une autre histoire, mais je pense que là, du coup, ça devient une histoire qu'on a tous, fréquentée en quelque sorte. Ça devient notre histoire. Donc, je vais passer la parole. Alors, je ne sais pas, Joël, c'est vous qui prenez la suite. Et quel est le rôle des bibliothèques dans tout ça ? Donc effectivement, c'est l'histoire de la presse, elle se reflète aussi dans les collections de la bibliothèque.
et dans la description qu'on peut en faire. Et c'est souvent une histoire très complexe avec des titres qui se coupent, qui se recoupent, qui se reprennent et qui changent. Et le populaire à la BFM de Limoges, donc autrefois la bibliothèque municipale, c'était simplement un abonnement suivi et des abonnements, puisque le rôle de la bibliothèque, c'est aussi, et déjà à l'époque, au début du XXe siècle, de donner aux lecteurs un aperçu de ce qui paraît à la fois en ouvrage et en presse. La bibliothèque de Limoges a toujours eu un rôle assez particulier en région, qui est aussi un rôle de conservation, et ce depuis sa création en 1804, puisqu'elle est considérée comme la bibliothèque centrale de la région Limousin, des 3 départements, donc Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, qu'on continue à appeler Limousin aujourd'hui, même si le périmètre n'est plus tout à fait le même. Alors, je n'ai pas retrouvé de traces précises dans les archives de la bibliothèque sur les abonnements, mais c'est un abonnement suivi et c'est une mission de conservation donc, qui incombe à la bibliothèque de Limoges. Alors, juste une petite anecdote, puisque dans la lecture, parce que la bibliothèque est donc abonnée, elle a un lectorat, elle est elle-même lecteur, elle s'en sert aussi pour ses revues de presse. Et dans ce petit intermède de Covid, et en particulier en 2020, quand on tâtonnait encore sur comment consulter des documents à la bibliothèque dans un contexte sanitaire tel que le nôtre, la question du populaire s'est posée. Que fait-on avec le populaire? Est-ce que les gens ont le droit de le tripoter pour le lire et de le passer d'un lecteur à l'autre? Et en fait, la décision qu'on a prise, c'est simplement de l'enlever du bas, du rez-de-chaussée, et de le mettre au pôle patrimoine, sous surveillance, notre surveillance attentive, pour vérifier que les lecteurs mettaient bien du gel entre chaque consultation du populaire. Et c'est là qu'on a vu monter finalement un certain lectorat qu'on ne voyait pas au pôle patrimoine tous les jours pour consulter le populaire, et chacun à son heure. Donc au début, ça a été un petit peu tendu, puisque certains avaient la même heure, et comme il n'y avait plus qu'un exemplaire, ça posait un peu problème. Mais bon, donc il continue maintenant à venir au pôle Limousin pour consulter ce journal, qui est toujours très lu. Donc nous, actuellement, on a plusieurs abonnements qui sont à la fois pour le centre-ville, pour les annexes, et aussi un abonnement qui est un petit peu particulier, qui est pour la conservation. C'est-à-dire que depuis 1905, on conserve un exemplaire de chaque quotidien. Et religieusement, chaque année, on relit l'intégralité de l'année en cours. Enfin, l'année passée, pardon. Donc la bibliothèque est abonnée. Et on a aussi une autre voie en fait, d'acquisition de ce journal, qui est le dépôt légal imprimeur. Donc depuis 1943, la bibliothèque de Limoges est dépositaire de ce qu'on appelle le dépôt légal imprimeur. Donc chaque imprimeur doit déposer à la bibliothèque tout ce qu'il imprime, y compris le journal. Donc c'est encore une autre collection. Alors maintenant, il n'est plus imprimé en Limousin, donc nous n'avons plus l'exemplaire dépôt légal imprimeur. Alors ce titre est important pour les lecteurs, il est aussi important au titre de la conservation, puisque en fonction de son historique et en fonction aussi de sa représentativité dans le panorama politique local, il est une des tendances qui raconte aussi l'histoire du Limousin, parmi d'autres titres comme la Gazette du Centre, comme le Petit Limousin, que nous conservons aussi. Alors, la question de la conservation de la presse est importante puisque, vous le voyez bien quand vous manipulez des journaux, c'est un papier qui est fragile et depuis le 19e siècle qui est très fragile et notamment qui s'autodétruit puisque c'est un papier à base de bois et il devient acide. Donc au fur et à mesure, il devient cassant et c'est de plus en plus compliqué de le conserver. Donc qui dit conservation dit aussi question entre la consultation et la conservation. Et donc je vais vous montrer, alors je vais poser le micro 2 minutes, le numéro 1 tel qu'il était à la bibliothèque. Alors on regardera après tout à l'heure en partant, mais
mais un peu plus haut, et que ce sont les exemplaires donc, qui ont été conservés, qui ont été reliés l'année suivante, ce qu'on continue à faire. Et voilà. Donc vous voyez que la question de la conservation du journal est un petit peu délicate, puisque voici ce que nous avions comme premier exemplaire. Comme exemplaire conservé du premier numéro du Populaire du Centre, sachant que, bon, alors je ne vais pas l'ouvrir là parce que je n'ai pas les conditions pour manipuler, quand j'arrive au milieu du registre, on arrive quand même à lire. Et par chance, alors ça c'est une petite découverte peut-être alors je ne sais pas du jour, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. On avait prévu d'amener un facsimilé du numéro 1 lisible, mais il se trouve que, par chance, dans un don, voilà, j'ai une grande boîte, voilà, pour le numéro 1, en excellent état. Donc il vient de la collection du don Antoine Perrier, que vous connaissez sans doute, hein, donc, qui est un ancien professeur de Gay-Lussac, et qui a donné sa bibliothèque personnelle. Dans sa bibliothèque personnelle se trouvait le numéro 1 du Populaire, religieusement conservé. Donc ça, c'est une chance parce que souvent, dans les reliures en fait, de conservation, ce sont les premiers numéros qui sont les plus abîmés. Alors, si je vous montre ça, c'est aussi pour vous parler un petit peu de la numérisation de la presse, puisque un des moyens de conserver la presse et donc de conserver l'information aussi qui est diffusée dans cette presse, c'est la numérisation. Donc, la numérisation à la BFM, elle a commencé il y a plus d'une dizaine d'années, et elle s'est tournée essentiellement sur la presse quotidienne régionale, parce que justement ce sont des documents très fragiles et qu'une fois qu'ils ont disparu, retrouver l'information c'est un petit peu compliqué. Donc quand vous êtes sur le site de la bibliothèque, vous avez la possibilité d'accéder aux collections du pôle Limousin Patrimoine et en particulier de la presse numérisée. Et à l'époque, le choix avait été fait de représenter en fait 137 ans de presse à travers des titres différents qui se complétaient les uns les autres et qui représentaient un panel en fait des différentes tendances. Et parmi eux, le Populaire du Centre. Et donc, si je reprends mon premier numéro, alors là, je vais cocher l'année 1905, rechercher par date, et j'ai accès à un calendrier qui me permet de balayer les différents numéros. Et si je regarde, donc, vous voyez que le calendrier commence pour l'année 1905 le 29 octobre. Et voilà, et vous retrouvez mon numéro 1, qui à l'époque a été numérisé tel quel, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement, que dans les archives du Populaire, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il n'y avait peut-être pas eu le numéro fourni. Donc là, scoop du soir, on va pouvoir remplacer le numéro 1 par la numérisation de l'exemplaire retrouvé. On pourra le lire. Et on pourra le lire surtout. C'est ça. Alors, qui dit numérisation dit manipulation. Donc, vous voyez que ce sont des gros registres. C'est aussi, bon, évidemment, la prise de vue, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'OCR, la reconnaissance optique de caractère, qui vous permet, quand vous êtes sur le titre, d'aller chercher du texte pour le retrouver dans les documents. Donc il y a une espèce de surcouche qui arrive sur l'image et qui va indexer le texte.
Donc c'est tout un processus informatique qui est à la fois simple et complexe parce que c'est une base de données. Et une fois que la base de données est créée, le problème c'est la conservation de la base de données. Bon, ça rebondit, donc c'est un peu un cercle vicieux. Et là, cette première numérisation telle que vous la voyez, tout est à reprendre puisque bientôt le logiciel qui la gère ne fonctionnera plus. Donc il faut qu'on trouve un moyen de rebondir. Pour l'instant, ça fonctionne encore, donc on va en profiter. Alors, si je vous montre par exemple, alors je vais rechercher la date par date. Ici, je peux naviguer par année. Alors, on parlait l'autre jour de la une du populaire pour la mort de Jaurès. Donc, on l'a retrouvée au 2 août 1914. Et voilà, là vous avez la une qui est encadrée de noir et la possibilité de lire le document intégralement. Pour les yeux fatigués, hop, on peut aussi grossir, mais vous voyez que là, on a la possibilité quand même de lire les documents et de continuer à donner accès à ces collections, parce que si on les communique régulièrement, bientôt on n'aura plus que des miettes dans nos magasins. Alors en termes de consultation de la presse, et en particulier du populaire, au pôle patrimoine, c'est une consultation quasiment quotidienne. C'est-à-dire qu'on a le lecteur quotidien qui lit son journal, qui repart. On a le lecteur du mois qui lit un mois entier d'affilée, qui s'installe et qui lit tout le mois. Et on a les chercheurs à des niveaux différents, qui soit font de la généalogie, soit font de la recherche historique, soit font de la recherche d'informations ou de presse, enfin de feuilletons, qui recherchent sur des années des événements particuliers. Et donc on a quasiment quotidiennement des demandes de consultation des numéros anciens. Donc que ça soit du début du siècle. Donc là, la numérisation qui a été faite il y a une dizaine d'années a couvert 1905-1947. Donc ça, tous les numéros sont en ligne, donc chacun peut aller les consulter comme il veut, quand il veut, à travers Internet. Et l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir continuer cette aventure en proposant la numérisation des années suivantes. Alors, la seule question qui se pose pour la numérisation, c'est la question des droits. Et nous n'avons le droit de mettre en ligne que les numéros qui ont plus de 70 ans. Donc, on a envoyé la numérisation à la Bibliothèque nationale de France les années 1948-1952, qui sont numérisées et sont accessibles tous les numéros jusqu'au 31 décembre 1951. Donc ça va arriver très prochainement. Et la seule différence, c'est qu'ils sont accessibles sur un site différent, ce qui rend la consultation un peu compliquée pour les lecteurs, puisqu'on vous promène entre un ancien site et un nouveau site. Donc l'enjeu, ce sera de réunir l'ensemble. Alors là, je triche un peu parce que je cherche par cote. Ça va plus vite. Et là, j'ai rebondi en fait sur le site de la Bibliothèque nationale de France, alors qui est un site où la presse quotidienne régionale, justement, est une numérisation vraiment très importante, puisqu'elle touche non seulement les lecteurs que nous sommes, mais aussi énormément de populations qui sont finalement qui habitent Paris, mais qui sont d'anciens immigrés du Limousin, par exemple. Donc ici, j'ai accès à la numérisation de ce qu'on a envoyé l'année dernière. Donc sur le même principe où je peux consulter les numéros et je peux passer d'une page à l'autre
et consulter mon journal et regarder aussi par date avec mon éphéméride. Alors là, il devrait y avoir 1951 depuis le 1er janvier, mais je pense qu'on attend encore un petit peu. Donc vous voyez que sur les modes de consultation, c'est à peu près pareil. La seule différence là, c'est qu'on n'a que pour l'instant que quelques années et qu'on a une interface qui est nationale. Alors, un peu compliqué. Gallica est un peu long quelquefois. Voilà. Donc si j'affiche le populaire du centre, j'ai mes 3 années avec mon éphéméride. Alors je vais prendre par exemple le 12 janvier 1948. Et là, on retrouve M. Jean Claveau, c'est ça? Non? Pas sûr. Quel mois il est arrivé? Peut-être encore. Alors là, si je zoome un peu. Ah oui, c'est un petit peu. Alors c'est un peu long. Et une fois que vous avez trouvé votre document, vous pouvez le télécharger, le partager par mail, le récupérer, l'imprimer, faire tout ce que vous voulez, puisque c'est une version entièrement récupérable. Voilà, donc j'ai ici la possibilité de partager, envoyer, télécharger, imprimer, marquer mes pages, etc. Donc ça, c'est une opération importante, mais qui pour nous, allège la consultation et permet quand même un peu plus de souplesse. C'est aussi, en numérisation, la possibilité d'échanger et puis de faire connaître un peu plus largement cette presse, puisqu'à partir du moment où elle est référencée dans des outils nationaux, elle est un peu plus visible. Et puis on peut faire aussi des billets de blog directement renvoyés sur ces documents, etc. Alors, l'importance de la numérisation, elle est aussi qu'on va pouvoir rajouter des documents et qu'on va pouvoir remplacer au fur et à mesure un exemplaire par un autre et compléter cette consultation. Alors, à un moment donné, on avait hésité à négocier avec le Populaire du Centre pour pouvoir numériser des documents plus récents, donc par exemple les années 50, aller jusqu'aux années 60, puisque ce sont des années qui sont très demandées, y compris par exemple pour rédiger d'autres articles ou le journal anniversaire de naissance, etc. Et il se trouve qu'on a quelques difficultés par rapport au droit, même si l'éditeur est d'accord. En fait, la difficulté de la presse, c'est l'information qui est détenue et le droit à l'image, le droit... alors j'ai oublié le nom du droit, quand on veut retirer une information qui concerne une personne. Et il y a eu des exemples de bibliothèques qui ont numérisé des quotidiens régionaux et les contenus ont été utilisés à mauvais escient. Donc là, on n'est pas sur la diffamation, mais parce qu'on est après-guerre, il y a beaucoup de procès qui ont été enclenchés dans les années 50 et pour lesquels le jugement n'avait pas été encore rendu. Et les bibliothèques se sont trouvées confrontées à des questions de mauvaise utilisation de cette presse numérisée. Donc la Bibliothèque nationale nous a conseillé de ne pas négocier les droits et de rester strictement aux 70 ans pour ne pas avoir de difficultés de ce type avec des procès qui ne seraient pas réglés, notamment par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est en train de ressortir aussi beaucoup sur la presse et puis tout ce qui est images, notamment images fixes et photographies. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer par rapport à la numérisation. Alors, juste pour information, la Gazette du Centre est dans le même lot de numérisation à la Bibliothèque nationale, donc elle est aussi consultable sur ce site. Et au fur et à mesure, je pense que ce qu'on pourra proposer, en tout cas au Pôle Limousin Patrimoine, c'est de former simplement les lecteurs qu'ils souhaitent
pour pouvoir rechercher dans cet énorme réservoir de presse numérisée, puisque là, on en est à peu près à 200 000 pages numérisées en tout pour la BFM de Limoges, et que les outils de recherche sont quelquefois un petit peu complexes. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole pour la partie contemporaine du populaire. Oui, parce que l'histoire continue, même si on a un exemplaire, le premier, c'est assez émouvant d'ailleurs de le voir dans cet état-là. Aujourd'hui, vous pouvez le consulter, je dirais en permanence, puisque tout est numérisé. Le journal, comme on l'entend, a bien évolué, d'abord de par son histoire. Après 1945, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le titre appartient à un groupe de presse qui lui aussi a une autre histoire, puisque c'est le groupe Centre-France qui était à l'origine La Montagne, donc le grand quotidien d'Auvergne, qui, au cours de sur plusieurs décennies, a d'ailleurs racheté d'autres titres, puisque aujourd'hui, c'est 8 quotidiens dans le centre de la France qui vont du plus au nord, touche Rambouillet, donc déjà on est dans les Yvelines, en Bourgogne, s'étend évidemment en Auvergne, on est jusqu'en Haute-Loire. On a aussi quelques attaches avec la NRCO, qui est le titre de Tours, la Nouvelle République du Centre-Ouest. Donc c'est un vaste ensemble qui compte aussi beaucoup d'hebdomadaires. Pour ce qui est du populaire, aujourd'hui, c'est 4 pages à l'époque. Aujourd'hui, on en fait un peu plus. Même si avec la pénurie de papier, c'est de plus en plus compliqué, il ne faut pas se cacher. Mais le populaire aujourd'hui, c'est 35 journalistes. En moyenne, ça a bien baissé, on n'est plus dans les 50 000 exemplaires de la grande époque, malheureusement. On est plutôt dans les 27, 28 000 exemplaires. Beaucoup d'abonnés. Parce que ça, c'est vrai que c'est ce que j'allais appeler notre fonds de commerce. Bien entendu, parce que l'abonné, il est fidèle, il est là, il nous fait savoir aussi des fois quand ça ne va pas. Et puis, il y a l'achat, je dirais, du quotidien. Il y a ce qu'on appelle aussi d'ailleurs des abonnés du quotidien. C'est-à-dire qu'eux, ils s'auto-abonnent en allant tous les jours chercher leur journal chez le boulanger ou au bureau de presse, bureau de tabac. Parce que c'est une démarche, voilà, il est attaché à cela. Le journal, il a évolué dans sa forme, comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, il est moitié moins grand, il est à peu près 10 fois plus épais, avec une technologie d'impression qui n'a plus grand-chose à voir avec les journaux de l'époque. En moyenne, les exemplaires, ils sont tirés, tirés à Clermont-Ferrand, au siège historique de La Montagne et du groupe. Le Popus, c'est 3/4 d'heure. En 3/4 d'heure, tous les Popus sont tirés sur la rotative, donc ça va extrêmement vite. Avec ce qu'on appelle une gâche très réduite, c'est-à-dire les premiers exemplaires, on limite au maximum les erreurs. La technologie nous aide beaucoup. S'il y a encore 30 ans, on pouvait imaginer qu'on perde à peu près 4 à 5 000 exemplaires au tout début parce qu'ils étaient mal calés. Aujourd'hui, on a réduit ce chiffre par 10. Et c'est capital parce qu'en un an, le coût du papier a augmenté de 60%. La crise, le Covid, la Chine, voilà. C'est là que le bas blesse. Et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, vous voyez que de temps à autre, on a des contraintes fortes de pagination, avec un journal qui fluctue, de par la technologie des rotatives, qui sont aussi un peu âgées au groupe, de 8 pages. L'avenir, c'est aussi tout le média annexe, je dirais, ce qu'on vous offre en parallèle à travers notre site, à travers nos opérations ponctuelles, nos opérations extérieures, puisque on peut aussi bien vous proposer des podcasts sur notre site internet que de suivre une animation historique en centre-ville, généralement animée par Jean-François Julien. Je vois Paul qui est ici, donc qui participe plus qu'à son tour. C'est un éventail, en fait. C'est un éventail de propositions qui nous implante toujours dans le paysage, dans le territoire, avec cette particularité qu'au fil des décennies, la physionomie du lecteur a évolué. Autant on était très implanté en ville à l'origine, à la naissance, et puis encore quelques décennies plus tard. Aujourd'hui, le lectorat, il est très rural, parce que très attaché aux nouvelles de ce qui se passe chez lui, de sa commune, de son voisinage, et on est à peu près les seuls à le proposer. Ça, c'est quand même une force qui nous reste et auquel on essaye de s'attacher et de tenir, parce que
C'est un lien entre les lecteurs, entre les communautés, et puis c'est important de le porter parce que c'est souvent des territoires comme c'est le cas en Limousin, d'ailleurs des territoires un peu reculés, donc c'est le lien, voilà, simplement. Alors l'avenir du Popu, c'est un peu difficile de le tracer. On espère que le lectorat va continuer à nous suivre sous d'autres formes, parce que, comme je vous le disais, Internet supplante. On voit aujourd'hui, alors on est passé à un abonnement payant avec d'autres offres qui sont spécifiques d'ailleurs à cet abonnement Internet. On voit que ça prend, on voit que ça monte, on voit que les gens, même s'ils sont attachés au papier, parce qu'il y a quand même cet acte de tourner la page, etc., de consulter sur une liseuse de plus en plus, d'ouvrir son ordinateur, d'aller chercher une information, de consulter aussi sur les tablettes et puis sur les smartphones, d'aller voir une information ponctuelle. Les réseaux sociaux aussi sur lesquels on est actif, assez vigilant aussi effectivement aux commentaires qu'on peut avoir en retour, parce que c'est toujours un peu le souci, le filtre qui est le plus dur à gérer en quelque sorte. À partir du moment où vous aurez la parole, vous pouvez recevoir le meilleur comme le pire. Voilà. Malheureusement, ceux qui ont le pire à dire sont souvent les premiers à s'exprimer d'ailleurs. Bon, mais ça fait partie du lot. Avec ces petites remarques des fois qui se posent dans la rédaction, quand on fait des conférences de rédaction, de se dire est-ce que cet article-là, il ne va pas nous amener X commentaires? Oui, mais c'est aussi notre métier que de le proposer, parce que pourquoi se limiterait-on à le proposer dans le papier pour ne pas craindre des commentaires qui pourraient être les pires, puisque ça arrive malheureusement. Donc ça, c'est les réflexions qu'on a au quotidien, savoir ce qu'on peut vous proposer, ce qu'on peut mettre en avant, d'organiser d'autres offres que vous ne retrouverez pas sur le papier, que vous ne retrouvez que sur Internet. L'évolution, elle va dans ce sens-là. Elle va aussi dans l'événementiel, puisque le groupe est aussi très impliqué dans tout ce qui est des organisations de salons, alors de salons de loisirs, mais qui peuvent être aussi des salons plus professionnels. On a des salons d'élus, on a des salons des maires, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait que l'évolution, on la voit, on la sent. On a eu des expériences de télévision, notamment en Auvergne, où le groupe portait une télévision locale. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est, je dirais, encore un autre métier, même si on a des recours à des professionnels. Il faut une perspective. Cette perspective, on essaye de la trouver dans un équilibre aussi. Qu'est-ce qui peut intéresser le lecteur au quotidien? Alors on le sait, principalement, il ne faut pas se leurrer, le fait divers, ça marche toujours. Quand les grands journaux s'y sont mis dans les années 30, voilà, ça marche toujours, il n'y a pas de secret. Les avis d'obsèques, voilà, c'est l'une des premières lectures du journal le matin, parce que malheureusement, on cherche savoir si, par exemple, on ne connaîtrait pas quelqu'un. Et puis toute cette information locale des petites communes qu'on doit aussi retrouver dans les autres supports. Je parlais des supports numériques qui sont peut-être plus difficiles à consulter pour tout un chacun au quotidien. On a plus l'habitude et le réflexe d'aller chercher l'information de sa petite commune dans le journal papier que d'aller la chercher dans le support numérique. Bon, c'est un fait. Après, de quoi sera fait l'avenir de la presse écrite? Ça, c'est un grand débat. On voit aujourd'hui qu'elle est quand même très souvent sous perfusion. Il ne faut pas se leurrer. L'État engage régulièrement des plans de soutien, des plans d'aide. C'est ainsi qu'on va pouvoir moderniser notre rotative. Aujourd'hui, il y a 2 centres d'impression pour le groupe, puisque le groupe est très grand, donc c'est difficile de communiquer du nord au sud. Donc il y a un centre d'impression à Clermont-Ferrand qui va être très prochainement modernisé avec des rotatives neuves. Et on a un autre centre d'impression à Auxerre qui couvre toute la partie nord-nord-est du groupe. Mais le papier perdurera encore quelques décennies, ça on en est convaincu. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on mise encore sur des rotatives. C'est un outil industriel, donc inutile de vous dire qu'il faut quand même pouvoir le porter économiquement. Et on espère
et on le voit d'ailleurs dans les faits, hein, notre chiffre d'affaires, il est encore porté par papier, donc ça donne encore quelques espoirs aux journalistes qui, comme moi, commencent à se dire que est-ce qu'on verra le papier jusqu'au bout. Moi, je pense qu'on verra encore le papier encore de longues années. Il ne faut pas se tromper, les annonceurs viennent encore sur le papier. Ils viennent sur l'Internet, ils viennent sur le numérique. Mais vous le voyez, il y a encore beaucoup de publicité dans le journal. Un peu moins en début d'année parce qu'ils ont tout acheté pour la fin d'année et pour vendre avant les fêtes. Mais qu'importe. Mais on a encore ce support, on a encore cette appétence. Et oui, on mise sur la diversité, on mise sur la diversification. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier, mais il y a encore je pense qu'il y a encore un peu d'optimisme pour la presse. Et puis, j'allais dire, le politique. Le politique aide beaucoup puisque, on l'a vu, et c'est le cas pour les grands titres nationaux peut-être, avec quand la tension est palpable, quand le clivage est marqué, les gens aiment se retrouver dans un titre, même si nous, on n'est pas un titre, je dirais, politiquement engagé, on n'est plus un titre d'opinion. On voit des journaux comme, alors c'était très marquant aux États-Unis avec l'ère Trump, hein, où beaucoup de gens se sont à nouveau abonnés à des journaux d'opinion, souvent opposés d'ailleurs. On le voit aussi avec le Canard enchaîné, qui ne fait jamais de meilleur tirage que quand il y a des affaires politiques, des clivages très forts dans les opinions. Donc, bon, tout ça fait que on pense que ça va encore durer. Certes, il y a une érosion, hein, il y a une érosion du nombre de ventes, il ne faut pas se leurrer, elle est chronique, mais il y a autre chose qui est proposé derrière, et je pense que les lecteurs vont le découvrir au fur et à mesure du temps. Nos supports numériques vont encore s'améliorer. On propose des très longs formats sur des reportages qui sont plus longs, qu'on n'avait pas l'habitude de proposer dans le journal papier. On propose des podcasts, on fait de la vidéo. Donc tout ça, c'est un ensemble qui doit pouvoir encore vivre et qui, j'espère, en tout cas, répond à vos attentes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour ce qui est du journal d'aujourd'hui et peut-être demain, si je peux y répondre. Alors, je vais juste compléter sur la partie numérique. Pour l'instant, nous, on ne garde que le papier. Comme ça. Vous pouvez lire sur le site, vous aurez tout le reste. Oui. Non, mais sur la question de la conservation du numérique, c'est vraiment une autre question qui est très importante aussi, puisqu'il y a une partie des médias qui sont sur le numérique. Et bon, ça, ce sont des missions plus nationales que locales, puisque ça sous-entend des moyens techniques et financiers énormes. Est-ce qu'il y a des questions ? Une petite question sur la conservation de la première base de données. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter ? Aucune idée. En fait, aucune idée parce que ça dépend de la technologie Flash. Et Flash, c'était un outil très utilisé dans les années 2010. En fait, on a les différents fichiers en PDF et en JPEG dans notre jargon numérique sur un disque de sauvegarde. Le tout, c'est de le réinjecter dans Gallica pour avoir, donc non plus seulement 1948-1952, mais d'avoir tout depuis 1905 à 1952 sur Gallica. Donc ça veut dire verser le numérique à la BNF. Et l'avantage de travailler avec la Bibliothèque nationale de France, c'est qu'eux ont une mission de conservation des données numériques et donc s'engagent aussi à conserver
l'accès à ces données numériques, ce qui n'est pas forcément évident pour des collectivités comme les nôtres, même si on est une grosse collectivité, en termes techniques. Alors là, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas quelle est dans la même mesure la légalité. Alors vous pouvez consulter des archives, vous retrouvez des articles, mais vous retrouvez des articles sur notre site internet qui sont en fait parus sur le site internet. Vous n'avez pas accès à un PDF en tant que tel. Vous avez accès effectivement aux articles qui sont parus sur le net, sur notre site en lui, mais vous ne pouvez pas effectivement reprendre un PDF d'une page pour avoir l'intégralité de la page ou l'intégralité d'un exemplaire. Ça, nous, on l'a en interne, parce que ça nous aide bien au niveau des archives, mais c'est vrai qu'il n'est pas en accès, effectivement. Alors, de là à pouvoir le faire, je pense que c'est une question qui sous-entendrait de pouvoir accéder aux archives. D'autres titres le font, hein, mais je pense au Monde notamment. Mais je ne sais pas si on accède aux archives du Monde par un système de consultation des pages non plus. Je ne suis pas certain. Je pense qu'on y accède par des mots-clés et qui vous renvoie vers un article qui a été numérisé et qui fait référence à cet article, je crois, de mémoire. Après, c'est un choix aussi industriel, hein, parce que ça nous impose de mettre à disposition, alors qu'il existe déjà, hein, il existe techniquement, puisque nous, on y accède. Mais après, c'est l'usage qui en est fait. Oui, faut bien mesurer, oui. Je ne sais pas si c'est dans les réflexions qui sont menées aujourd'hui. Ça, je ne peux pas vous l'assurer. Oui, pour compléter aussi, là, c'est une question de base de données. C'est-à-dire que, tel que je vous l'ai présenté, le projet de numérisation, il paraît très, très simple. Mais l'année dernière, quand on a envoyé nos 100 000 pages de périodiques à numériser à la BNF, on a tourné les 100 000 pages à la main et on a marqué dans un fichier Excel les 100 000 pages à la main, en disant ça correspond à telle date. Il y a tant de pages et c'est tel numéro. Et on a vérifié que le numéro était le bon. Si ce n'était pas le bon, on l'a corrigé, etc., etc. Donc ça suppose un travail préalable documentaire qui est finalement assez important. Et après, de restitution de l'information documentaire. Et là aussi, c'est une question de base de données documentaires et d'accès à ces bases et d'entretien des bases. Bien sûr. Alors nous, techniquement, c'est même très différent, parce qu'en fait, on fait le journal au quotidien. Comme tout est imprimé à Clermont, on envoie en fait les pages de façon numérique. Donc elles sont réceptionnées à Clermont, passent par différents filtres, et avant d'être arrivées au centre d'impression, elles sont ce qu'on appelle flashées, c'est-à-dire qu'elles sont reprises, elles sont gravées sur les plaques. Mais avant celle-là, elles arrivent évidemment de toute façon numérique. Donc en fait, elles sont numérisées même avant d'être imprimées. Donc pour nous, c'est pas une contrainte technologique. Enfin, ça nous nécessite évidemment une base de données et des serveurs énormes pour pouvoir stocker l'ensemble. Mais après, on pourrait effectivement imaginer un transfert. Mais je ne sais pas dans quelle mesure vous pourriez l'exploiter. Parce qu'effectivement, on est toujours sous ce même coût de l'usage, enfin de l'utilisation des droits. Et c'est un peu ça qui bloque également. Alors après, si je rentre encore un peu plus dans le détail technique, il y a la question de la base de données documentaire qui est dans un format spécifique, numérique, avec des données spécifiques, qui doivent être interopérables avec d'autres données. Et donc là, c'est le format des données, y compris le numéro, si eux le stockent sur une base de données qui je dis n'importe quoi, hein, parce que je ne sais pas, en Oracle, ça n'existe peut-être plus, et que nous, on est sur ce qu'on appelle l'Unimark, qui est un format bibliothéconomique universel. Et bien, comment on fait ? C'est une question de tuyauterie, en fait, pour résumer. Moi, j'ai une question toute bête, j'allais dire très matérielle, pour Monsieur Chaperon. À partir du moment où vous avez numérisé sur les tablettes, comme vous dites, à Clermont et imprimé à Clermont, comment le populaire parvient-il en Haute-Vienne, par exemple ? Par quels moyens de locomotion ? Alors, je vais révéler quelques grands secrets, ils viennent par camion. Mais c'est surtout qu'en fait, on est contraint par les horaires.
D'une part parce que les rotatives, à l'origine, étaient plus nombreuses qu'elles le sont aujourd'hui. L'obsolescence n'est pas programmée, mais elle arrive au bout d'un moment malgré tout. Donc on est dans des modalités d'impression avec 2 rotatives, alors qui comptent très vite, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Le Populaire du Centre est le deuxième plus gros titre du groupe. Hein. Donc imaginez les autres à la vitesse où ça peut partir. Et alors à Lyon, où la rotative est toute neuve, là on imprime en une demi-heure, tout est fait, on n'en parle plus. Donc après, c'est une question de transport et de fret. Hein. Les horaires de bouclage au Popu en ce moment sont à 22 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de 22 heures, tout ce que vous trouverez de frais, ça, vous le trouverez sur Internet. Après, c'est une question de logistique et d'industrie. Hein. Les palettes de journaux sont montées dans les camions prennent l'autoroute arrive en Haute-Vienne, sont déposés au centre qui est juste derrière notre nouvelle rédaction, et puis après dispatchés à travers le département. Je dirais que c'est du fret assez classique. Ça a cette particularité que la presse quotidienne n'est pas un outil très rentable sous cet aspect-là. Parce qu'autant vous diffusez Le Monde, un grand titre, vous avez toujours des points de vente, vous avez des grandes gares, vous avez toujours un endroit où vous retrouver. Ici, on va jusqu'au bout du dernier petit chemin. C'est-à-dire que vous pouvez le trouver n'importe où. Et donc ça a un coût. Alors c'est facteur peut-être, c'est porteur, souvent, qu'on organise nous, alors soit en régie, soit par des prestataires. Mais imaginez qu'on aille poser la boîte de petits pois au fin fond du chemin, c'est le même principe. Donc tout ça, ça a un impact effectivement sur le coût. Alors, vous avez vu, hein, vous tous le regrettez, le journal a augmenté depuis le 1er janvier. Bon, voilà. Il était déjà relativement cher, il faut bien se dire, et il augmente encore, mais avec une augmentation du coût du papier de 60%. Vous êtes tous passés récemment à la pompe, vous avez vu le prix du gasoil qui n'avait pas vraiment baissé ces dernières semaines. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que c'est un impact assez conséquent hein, sur la logistique. Et malgré tout, on tient à ce réseau d'abonnés, puisque en fait, c'est notre vivier. Un abonné, on est sûr qu'il l'achètera, j'allais dire 365 fois par an. Maintenant, c'est 363, puisqu'on ne tire plus le 1er janvier ni le 1er mai. Mais voilà, c'est une base concrète, et ça, on ne veut pas s'en priver, effectivement, on ne peut pas s'en séparer. Après, les coulisses d'un journal, c'est quand même très c'est passionnant, parce que vous avez à la fois un outil industriel, à la fois une énorme autonomie journalistique, et à la fois une cohésion et une logique dans ce que vous allez pouvoir raconter, l'organisation au quotidien d'une rédaction, la mise en page. Voilà, c'est un cheminement assez intéressant. Oui, combien de tonnes de papier vous utilisez pour éditer le journal au quotidien? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais en fait, ce qui se passe, alors c'est une petite fourmilière, en fait, un centre d'impression, puisque vous recevez des bobines, ce qu'on appelle des bobines. Donc c'est des rouleaux de papier qui, pour certains, sont à peu près hauts comme moi. Et tout est très industrialisé. La quantité, je serais incapable de vous le dire. Mais ça représente quelques tonnes, effectivement, rien que pour le Popu. Donc j'imagine qu'à l'échelle du groupe, oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et vous avez parlé que vous aviez 35 journalistes. Est-ce que vous avez été avec... Enfin, il y a eu à un moment plus de journalistes que ça ou Alors, les rédactions étaient pléthoriques hein, dans les années 70. C'était l'âge d'or. Le journal se vendait tout seul. Même parfois, on se demandait comment c'était possible de vendre des journaux comme ça. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote parce que je ne suis pas originaire du Limousin. Je suis normand. Je travaillais quelques années chez Ouest France, qui pour beaucoup est la Bible hein, de la presse quotidienne régionale. Ce n'est pas le premier journal par hasard d'ailleurs, avec un bassin de lectorat énorme. Et moi, j'ai débuté ma carrière dans le Cher, au Berry républicain, à l'agence de Saint-Amand-Montrond, qui est une petite agence au sud du Berry. Et on recevait La Montagne, qui est le même groupe. Hein, donc on s'échangeait les journaux et les titres, on s'échangeait quelques articles parfois parce qu'ils étaient limitrophes, bref. Et je lisais La Montagne de Montluçon. Et j'étais effaré par ce qu'il y avait dedans. Enfin, moi qui étais d'une culture d'un journal, d'un gros journal, où Ouest France c'était quelque chose qui ouvrait toujours avec des pages nationales, etc. Et je me disais, mais comment le lecteur s'y retrouve? Parce que c'était un peu... c'était un brouillon pour moi, c'était pas cohérent, il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas cette logique que j'avais toujours connue, parce que quand on est gamin, on apprend plus ou moins à lire dans le journal, enfin on consulte, hein, parce que les parents l'avaient, etc.
Et je me suis dit, c'est très étonnant ce mode de fonctionnement. Et j'ai découvert au fur et à mesure qu'en fait, les gens étaient attachés à ce système. Parce que vous avez une histoire avec le journal, en fait. Donc, mais oui, j'étais assez frappé par ce qu'on proposait, moi, aux lecteurs venant de ma Normandie natale, en disant, mais c'est ça, effectivement. Là. Et pourtant, on vendait ça, mais comme des petits pains. Hein. Comme des petits pains. Donc, vous voyez, le lien est quand même aussi, je dirais, très affectif. Il y a un lien affectif avec son journal. Le Petit Limousin était alors forcément il y avait alors c'était simplifié puisque déjà il était bi-hebdomadaire, donc ce qui veut dire que voilà, vous concentriez en 2 numéros l'information de la semaine, et il était beaucoup plus j'ai envie de dire, c'était un journal beaucoup plus pratique, c'est-à-dire les horaires de foire, les conseils agricoles, etc., et des chroniques destinées à la paysannerie. Il y avait Jean Desronces, hein, voilà, et il y avait voilà, les pères Monfoutet, etc. C'était vraiment pensé, c'était très bien pensé. Alors c'était autour de compère Morel, etc. La SFIO s'est beaucoup intéressée avant la guerre de 14 au vote rural, et donc a proposé vraiment un outil de conquête des campagnes. Alors c'était politique, hein, c'était voilà, on défendait la coopérative, on défendait le mutualisme, on défendait... mais dans une version, on va dire, simplifiée. Et très adaptée au monde rural, et notamment avec des chroniques qui n'étaient pas dans le populaire de l'époque. Le populaire de l'époque, il était très militant. Enfin, on a vu la une alors bien sûr, la une de la mort de Jaurès, par définition, elle est très, très politique. Mais la une du premier, elle est extrêmement politique. Enfin, il faut arriver à la 3e page pour trouver les infos locales, sur 4. Et c'est la chronique, notamment, de vie politique nationale, faut bien connaître. Hein. C'est un peu pointu. Donc, voilà, c'était vraiment un outil de vulgarisation et pensé pour conquérir les campagnes. Et ça a marché, parce que Betoul, avant de conquérir la mairie, a d'abord été élu député, en 1906 puis 1910, dans la circonscription qui englobait Ambazac, etc., etc. Et donc la conquête rurale de la SFIO, elle a marché. Et alors, en ce qui concerne le monde rural, nous pouvons témoigner, puisque nous vivons, ma femme et moi, dans le monde rural et non pas à Limoges, dans le ville de Limoges, ici nous sommes pas très éloignés de Limoges, que le populaire, vous parliez de lien affectif, il y a un lien affectif, un lien social. Quand on voit les personnes qui sont abonnées et attendent le populaire comme vraiment quelque chose de très important, ça rythme leur vie, et le passage du facteur de la patrie, c'est vraiment, on l'attend, et en particulier pour recevoir le populaire. Et effectivement, dans le populaire, on trouve des informations régionales et des informations qui concernent les petites villes. Alors la question que je vais vous poser, puisque vous connaissez bien la montagne, et il nous arrive de consulter la montagne dans le Cantal, est-ce qu'il n'y a pas plus d'informations, mais ça vient de la structure, il n'y a pas de grande ville dans le Cantal, à part Aurillac et Saint-Flour, et on trouve tous les gros bourgs, vous voyez, dans les informations régionales. Alors aujourd'hui, on s'appuie essentiellement sur un réseau de correspondants pour faire vivre nos rubriques et nos pages locales. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour la plupart d'ailleurs de façon assez désintéressée, nous livrent des informations, vont faire des petits reportages, vont faire des photos, vont traiter de l'actualité locale, et sont nos relais en fait. Hein. On aime bien dire qu'ils sont nos yeux et nos oreilles, hein. C'est-à-dire qu'ils nous rapportent.
Alors, on peut descendre jusque très, 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 très bas. Après, ça dépend aussi du tissu de correspondants qu'on peut avoir sur le territoire. C'est aujourd'hui très, très compliqué de trouver des gens qui veulent s'impliquer, parce que la vie est faite comme ça, hein, on a d'autres préoccupations, et on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui veulent nous écrire des petits articles, nous faire un petit compte-rendu, un petit reportage. C'est vrai que ça devient compliqué. Alors c'est regrettable parce que du coup les lecteurs voient moins souvent apparaître leur commune parce que où le correspondant a une très grosse zone et donc il ne peut pas se démultiplier, il ne peut pas être partout, ou et vous le voyez dans le journal, on est souvent à la recherche de correspondants pour traiter la petite actualité locale. Oui. Il y a une seule version aujourd'hui par département, puisqu'on a été longtemps éditionné avec plusieurs éditions. Alors je ne sais pas, peut-être que Paul s'en souviendra mieux que moi, mais on avait encore des éditions, 3 éditions. Et alors ça s'est réduit. Alors c'est principalement lié à la structure économique, hein, puisque à chaque fois que vous éditionnez, vous multipliez le nombre de journaux avec le nombre de risques d'invendus, puisque on vous affinez moins bien évidemment la production et le réseau de vente. Bon. Je ne sais pas si on n'a pas reçu de critiques lorsqu'on est passé à une mono-édition, ça veut dire un seul journal pour tout le... Parce que je crois que les gens aiment finalement bien savoir, même si c'est un peu plus lointain, une bonne information, je dirais qu'elle soit à côté de chez soi ou à 25 km, ça reste une bonne information. Donc on la regarde. Il faut trouver le bon équilibre et il faut trouver aussi l'intérêt. Alors ça peut être, on en voit dans tous les jours dans le journal, hein, la petite information, le compte-rendu du tournoi de pétanque, et puis ça peut être le sujet de fond, l'article de fond, qui va traiter d'un plus gros problème de la vie quotidienne et qui va intéresser assez largement. C'est tout l'équilibre qu'il faut trouver. Mais ça rend humble, hein, vous savez, journaliste, on est très humble par rapport à l'information, puisque en moyenne, le journal est lu 20 minutes par chaque lecteur, et que la moitié des lecteurs n'iront pas jusqu'à la moitié de votre article. Donc, il faut être bon dès le début, sinon vous êtes perdu. Donc voilà, c'est une approche qui nécessite aujourd'hui oui, d'être pluriel, parce qu'il faut intéresser le plus large. Il faut intéresser au plus large. Dans les journaux, vous avez raison, dans les journaux. Oui. Alors je pense que vous n'en aviez pas moins avant de pub, vous n'aviez pas moins de pub avant. Sauf qu'en fait, le journal était peut-être un peu plus volumineux. Donc en fait, en proportion, vous avez l'impression qu'il y en a moins, c'est certain. Il y a beaucoup moins de pubs que vous... Si vous reprenez un journal des années 90-2000, fin 90, début 2000, vous aviez énormément de pubs. Alors peut-être un peu moins grosses, parce que les annonceurs étaient peut-être moins enclins à prendre des pleines... Aujourd'hui, qui prend des grandes pages de publicité? Les banques, les grandes surfaces, les constructeurs automobiles, principalement c'est eux. Et ils achètent des pubs au niveau national. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une régie nationale qui vend les pubs, et nous, après, on a notre quote-part, donc on la prend, effectivement. Hein, je ne veux pas vous dire qu'on refuse des pubs, hein, ça n'existe pas. Et après, nous, je dirais qu'on a notre tronc commun, notre volume de pages, et on s'adapte aussi en fonction du nombre de publicités qui y sont. Certains jours, quand il y a trop de publicités, on monte le nombre de pages pour être en cohérence, sinon on ne vous vendrait plus que des publicités, c'est vrai. C'est un peu mais notre équilibre économique, il est aussi là. Il ne faut pas se leurrer. Le journal, quand vous l'achetez 1,30 € aujourd'hui, il ne coûte pas 1,30 €. Il coûte plus cher. Donc forcément, il faut qu'on ait un équilibre financier quelque part. Donc la publicité, elle est là, elle est indispensable pour nous, parce que sinon on disparaît, il faut être très clair là-dessus. Après, c'est trouver l'équilibre entre ce que vous trouvez, entre l'information qui vous manque parfois, parce qu'effectivement, certains jours, on a des journaux qui sont très petits, et aussi l'actualité qui vient derrière, je dirais le national, tout ce qui est autour des
des annonces légales, des obsèques, des pages sport. Vous voyez, le lundi, et quand même, c'est un journal très, très, très consacré au sport, comme le vendredi ou le samedi. Donc tout ça, ça fait un équilibre. Il faut que chacun y trouve un peu sa place. C'est un jonglage, hein, quand on fait ce qu'on appelle la pagination l'après-midi vers 15h pour le journal du surlendemain. Et des fois, on s'y penche à 2 ou 3, hein, parce que comment trouver le bon curseur, où le placer pour satisfaire à peu près tout le monde. C'est vrai, c'est un challenge, oui. Comment vous faites? Alors, on numérise tout. Nous, on n'a pas le droit de... Enfin, on n'a pas le droit. C'est pas à nous de juger du contenu. C'est-à-dire qu'on numérise l'intégralité d'un document. Et après, c'est au lecteur de s'emparer du document. Donc, on n'élimine pas les publicités. Après, elles resservent pour l'histoire, pour les commentaires, pour les illustrations, pour beaucoup de choses. Donc, en fait, nous, on ne présume pas de l'avenir de l'utilisation du contenu. Pour l'étude des journaux du passé, notamment, la pub est très intéressante. L'évolution de la publicité a son intérêt aussi. Mais je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé de la presse quotidienne. Parce que si les annonceurs viennent encore et nous achètent des pleines pages de pub, ça veut dire qu'on a encore de l'écho, qu'on a encore une prise en main. Et nous, c'est important. On parle beaucoup du nombre d'abonnés. Il faut aussi se concentrer sur la prise en main du journal et les retombées que ça puisse avoir. Parce que si vous vendez, je dirais, de façon brute, le nombre d'abonnés, le nombre de lecteurs quotidiens à un annonceur, il va dire « Oh, bah, finalement, ça ne fait pas beaucoup ». Sauf qu'en fait, le journal, il est pris en main par 3 à 4 personnes tous les jours. Donc un journal, c'est 3 à 4 lecteurs potentiels, qui liront peut-être pas tous les mêmes articles, tous le même journal, mais il suffit d'aller fréquenter les bars où ils sont à disposition, il suffit de regarder la BFM, qui voit passer des gens toute la journée pour les journaux. Donc il y a un flux, et ce flux, il intéresse les annonceurs, c'est évident. Ce qui nous rend un peu optimistes, du coup. Une autre question ? Ah non, il y a les deux. C'est-à-dire que maintenant, le dépôt légal du populaire, il se fera à Clermont. Voilà. En fait, c'est resté régional. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a eu une espèce de convention entre Clermont et Limoges où on a récupéré récemment, je ne sais plus combien de numéros, de la montagne qui concernait la Corrèze et la Creuse, alors que imprimé à Clermont. Et en fait, on n'avait pas tout à fait à le prendre, mais ça a été pris pour compléter les collections, donc c'est un accord. Mais voilà, le dépôt légal imprimeur, il est régional et il est lié indifféremment par rapport au contenu à la bibliothèque du ressort régional. Et le dépôt légal envoie aussi des documents à la Bibliothèque nationale. Alors ça, c'est le dépôt légal éditeur. Voilà. C'est-à-dire que normalement, la Bibliothèque nationale a en dépôt légal éditeur l'intégralité des journaux et des livres. Et d'ailleurs, quand on numérise comme on le fait là, on complète nos collections les uns les autres et on se répartit en fait la charge. Alors ici, le travail n'a pas été fait, mais moi qui étais journaliste en Corrèze auparavant, il y a eu un énorme travail de collecte d'images, de fonds photographiques en Corrèze, puisque les archives départementales et la montagne avaient signé un accord de partenariat pour pouvoir numériser toutes les photos qui étaient... Alors c'est un fonds énorme, hein, qui n'est pas le cas ici. Hein. Ici, il y a eu pas mal de pertes, il y a eu l'histoire fait que le fonds n'est pas aussi intéressant. En Corrèze, il est immense, tout est numérisé et accessible, et c'est vrai que c'était assez étonnant. Oui. C'est malheureux pour la BFM de Limoges, ça n'existe pas au POPU en tant que tel, mais non, ouais, c'est un fonds assez extraordinaire. Ouais. Alors les partenariats publics-privés, voilà, ça dépend vraiment des institutions locales. Hein. Une autre question ?
Alors, il y a toujours des éditos tous les jours, sauf le dimanche. Mais effectivement, après, c'est à vous de juger de la qualité de l'édito. C'est un choix aussi, oui, c'est un choix. Si, vous le trouvez, oui, si vous le trouvez. Faut aller le chercher un peu, effectivement, mais faut le chercher. Mais vous le trouvez. Non, il existe, oui. Après, il est peut-être moins engagé en fonction des titres, ça, je vous le concède. Mais par contre, c'est un édito commun à tout le groupe. Nous, il est uniforme. Il est peut-être moins fort qu'un édito de la Charente Libre. Ça dépend des jours, ceci étant. Mais j'ai bien compris. Une autre question ? Alors, on ne fait plus trop de contrepétrie, ça faut bien le reconnaître, mais on fait de temps en temps des petites réflexions éditoriales communes pour trouver un bon titre. Alors, il faut reconnaître aussi qu'il y a des gens qui sont quand même plus à l'aise avec cela. Et on a un journaliste qui fait la une, c'est-à-dire que c'est lui qui gère toute la une du journal et les premières pages pour les envoyer en fin de journée. Et il est plutôt pas mauvais, donc c'est vrai que de temps en temps, on lui dit tu nous trouveras bien quelque chose pour accrocher un peu. C'est un exercice assez plaisant, mais vous savez, un titre, s'il n'est pas bon, l'article, il n'est pas lu. Donc vous avez tout intérêt à faire un article qui vous titille un peu. Et un titre de une, c'est quand même la vitrine. Je veux dire, vous arrivez dans une boutique, vous regardez ce qu'il y a en vitrine. Si le journal il a une vitrine un peu moyenne, une moyenne, c'est pas forcément incité à l'acheter. Alors non, on ne fait plus de contrepétrie. Mais des fois, les petits jeux de mots, ça peut marcher. Mais vous remarquerez que les titres sont très très courts aujourd'hui en une. C'est très compliqué de faire des titres un peu sentis. D'autres questions ? Bon, mais je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt, j'espère.